Donc nous allons tout de suite, évidemment, rentrer dans la première partie qui est pourquoi se mobiliser spécifiquement sur le cancer des enfants et dans sa partie recherche. Et donc nous allons faire venir à la tribune des témoins, d'abord des témoins directs de la maladie, des mobilisations qu'ils ont dû mettre en mouvement, et puis un grand témoin, le professeur Gilles Lassalle. Donc j'appelle d'abord à la tribune Stéphie Gandhi, très bien, ensuite Théophile Bélivier, ensuite Frédéric Lemas, Lemos, pardon, j'ai mal écrit, et donc le professeur Gilles Lassalle. On va tout de suite se retrouver tout de suite à la tribune. Vous pouvez venir. Donc. Alors Théophile Bélivier, vous êtes un ancien malade. Vous avez eu un cancer il y a 3 ans, vous me dites 3 ans et demi, voilà, plus précisément. Vous êtes en ce moment étudiant à Dauphine, je crois. Donc vous avez pu mêler, je dirais, à la fois la sortie du cancer et des études, mais néanmoins, vous avez eu des obstacles. Vous avez connu des obstacles, et donc ce serait tout à fait intéressant déjà que vous nous relatiez votre expérience, ce que vous en tirez, de façon peut-être, je dirais, un tout petit peu à la fois concrète et synthétique, si c'est possible. D'accord. Bah, déjà, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être présent ici et de témoigner juste après Patricia Blanc. Donc alors je me présente, je m'appelle Théophile, donc j'ai 19 ans et je suis ici pour soutenir l'association Imagine for Margot pour ce colloque. Donc alors, comme le disait monsieur, j'ai donc eu un cancer il y a maintenant 3 ans et demi, presque 4 ans. C'était un lymphoblastique T stade 3, donc du coup j'ai eu 2 ans de traitement, donc 2 phases, avec une phase intensive de 8 mois et une phase d'entretien avec des traitements par voie orale de 18 mois. Donc forcément 2 ans de traitement qui vont complètement chambouler une vie. D'une part avec tous les effets secondaires, mais je pense que vous les connaissez tous, mais surtout ça arrive à un âge auquel on ne s'y attend absolument pas. Donc le quotidien va être complètement chamboulé, toute l'approche de la vie qu'un individu normal à cet âge devrait avoir est complètement modifiée aussi, et même la vision de soi-même va elle aussi changer. C'est un peu comme toutes les bases qu'on a normalement pour avancer dans sa vie, elles ont tendance à disparaître, donc forcément c'est difficile. Et donc du coup pour un peu illustrer mon point de vue, j'avais envie de m'appuyer sur une citation que j'aime bien, d'Albert Einstein qui disait que la vie est comme une bicyclette et il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Sauf que malheureusement, avec le cancer, on tombe de la bicyclette sans le vouloir. Et donc moi, ça m'est arrivé il y a 4 ans. Et j'ai dû me battre pendant 2 ans pour remonter sur ma bicyclette et petit à petit réapprendre pour continuer à avancer et retrouver une vie normale. Aujourd'hui, j'ai réussi, je suis remonté sur ma bicyclette, je suis donc étudiant à Dauphine, je suis aussi président de l'association Cheer Up à Dauphine, qui vient en aide à des jeunes atteints de cancer pour la réalisation et l'accompagnement de projets. Et je mène à bien beaucoup de projets personnels aussi, donc j'ai eu la chance d'avoir un pronostic favorable qui m'a permis de retrouver une vie normale, mais malheureusement, et c'est ce pourquoi je suis présent ici, c'est que beaucoup de jeunes n'ont pas la chance de pouvoir remonter aussi facilement que moi sur une bicyclette pour avancer. Même certains n'ont même pas la possibilité. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que tous les jeunes, tous les enfants atteints de cancer puissent eux aussi retrouver et aient la possibilité de remonter sur leur bicyclette pour ainsi retrouver une vie normale. Donc je pense que vous avez tous compris un petit peu la signification de ma métaphore, mais voilà, c'est ce pourquoi je suis présent aussi ici, et c'est ce pourquoi je soutiens de tout mon cœur ce colloque pour pousser la recherche, et spécifiquement la recherche contre les cancers des enfants et des adolescents.
Théophile, on va évidemment ensuite se centrer beaucoup sur les questions de traitement, de recherche, mais puisque vous avez pu, en dépit de votre cancer, rentrer dans le supérieur, il y avait déjà les questions du lycée. L'éducation nationale a-t-elle pu, je dirais, s'adapter un tout petit peu à votre situation? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué concrètement pour pouvoir mêler à la fois le traitement du cancer et le fait quand même de pouvoir suivre à peu près, apparemment vu de l'extérieur, une scolarité normale? Pour ma part, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon établissement scolaire qui m'a permis de ne pas louper d'année. Donc j'ai eu la chance d'avoir un réel soutien et c'est ce qui m'a permis d'intégrer aussi facilement Dauphine par la suite. Et c'est vrai que pendant les traitements, on a forcément un petit peu de mal à étudier, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas la volonté d'avancer dans notre vie. Et je pense que c'est important d'avoir un soutien assez conséquent de l'éducation nationale et même pour tout ce qui est réinsertion professionnelle après la maladie. C'est ça. Donc vous avez trouvé, parce qu'il y a des enseignants dans la salle, mon épouse est enseignante, ça veut dire que concrètement, vous avez le sentiment que vous, les jeunes qui traversez ce type de situation, ont quand même une écoute de l'institution scolaire qui arrive à adapter la question des examens, la question du suivi, la question du passage des grandes épreuves. Oui, pour ma part, oui. D'accord. On va justement avoir... Merci beaucoup. Merci. Alors, pour reprendre, Stéphie, la métaphore de Théophile qui parle de bicyclette, de chute, alors vous avez connu et vous connaissez encore, puisque vous avez eu donc un cancer à 17 ans, vous en avez 23, et vous êtes toujours en bataille, avec des... Oui, alors... Vous êtes toujours en bataille en ce moment. Oui, je suis toujours suivie. Vous allez nous relater justement comment ça se passe pour vous et ce qu'il est possible justement à la fois avec des rechutes un peu importantes de poursuivre néanmoins, je dirais, une projection dans l'avenir. Je vais vous raconter mon histoire. Alors bonjour, je m'appelle Stéphie Gambi. Je suis heureuse d'être ici, de témoigner. Je suis un peu émue, donc première fois. Alors, je suis suivie depuis l'âge de 2007 ans à l'Institut Gustave Roussy pour la maladie d'Hodgkin depuis 2008. Je suivais un bac pro comptabilité à cette époque. La chimio ne m'a pas permis de continuer ma scolarité. J'étais très mal orientée au lycée. Je n'ai eu aucun renseignement sur les cours à domicile, ni même eu le droit à un aménagement de temps d'emploi du temps. La chimio était très forte. J'ai tout simplement dû arrêter mes études sans qui que ce soit ce non-souci. Dès mes premières hospitalisations, j'ai dû intégrer le service d'hématologie pour adultes car le stade de ma maladie était avancé. Il s'ensuit des autogreffes de moelle osseuse. Durant plus d'1 an, je n'ai pas pu effectuer de recherche concernant une formation ou la reprise de mes études car les traitements étant lourds. Dès que j'ai pu avoir la force d'entreprendre des recherches, je me suis adressée à la mission locale de mon secteur. C'était une mission difficile pour eux de me trouver une formation, voire quasi impossible. Beaucoup de leurs formations étaient inadaptées aux personnes handicapées ou elles n'étaient pas adaptées aux personnes suivant des lourds traitements. Les choix sont restreints. J'avais une chimio par semaine sans compter quelques rendez-vous que je pouvais avoir de temps en temps à l'hôpital. J'avais l'impression de faire du surplace dans ma vie entre hôpital et recherche de formation. J'ai suivi quelques formations malgré cela, notamment une formation en anglais et ainsi qu'une formation de BAFA. Mais rien qui réellement correspondait à ce que j'envisageais de faire plus tard. C'était plutôt pour retrouver cette sensation de vie active. Il y a 2 ans, j'ai pu trouver un travail au sein du service jeunesse de ma ville, mais ce n'était pas un poste adapté pour une personne handicapée. J'ai pu bénéficier d'un emploi du temps aménagé car ils connaissaient ma situation, mais à un certain moment, la maladie et les traitements m'ont rattrapée. J'ai donc dû arrêter et revenir à la caisse départ, hôpital et recherche de formation.
Cela fait 1 an que j'ai emménagé avec mon copain. J'ai vu mon allocation, la AH, donc allocation adulte handicapé, que l'on m'accorde réduire de moitié, car on se base sur le salaire de mon copain. J'ai dû entamer des procédures administratives bien trop lourdes parce que j'ai déménagé de l'Essonne pour le Val-de-Marne le temps que mes papiers soient régularisés auprès de la sécurité sociale. Je n'étais pas prise en charge. Cela voulait dire aucune chimio, aucun médicament et je ne pouvais pas aller voir le médecin. Dans mon cas, l'hôpital, la pharmacie et le médecin ont fait un effort en continuant les traitements que j'avais besoin et en acceptant d'être réglée une fois que tout serait rentré dans l'ordre. Conclusion. C'est dur de se sentir impuissante face à cette maladie. Et quand on ne se sent pas soutenu, cette impuissance est partagée avec de la colère et de l'incompréhension. Je parle d'incompréhension car niveau santé, tant de choses formidables sont faites. La prise en charge des malades, les traitements, la recherche et à côté de ça, vous nous laissez tomber. Aujourd'hui, je suis toujours en traitement. J'espère que mon témoignage a pu vous éclairer sur les problèmes que nous, les jeunes malades de 16 à 25 ans, rencontrons. C'est à ce moment que nous préparions notre avenir. Merci beaucoup et désolée pour... Merci Stéphie. On comprend que malheureusement le débat de cet après-midi ne va pas pouvoir porter sur la question du traitement, de l'accompagnement, de la capacité des différentes institutions à rentrer dans des cas précis, comme ce que vous avez indiqué, qui est une sorte évidemment de parcours du combattant. Vous avez le sentiment qu'il faut se battre sur différents fronts. Il y a la question également du handicap, des prises en charge. Donc vous avez soulevé plein de problèmes. Vous allez sans doute être frustré à l'issue parce qu'on va se centrer sur la recherche, mais en même temps, la recherche spécifique pour les enfants, c'est derrière des traitements adaptés qui, j'imagine, les spécialistes nous en parleront tout à l'heure, voudront dire moins de rechutes. Donc vous faites partie, je dirais, d'une bataille, qui est une bataille commune, collective. Et ce qui est important, c'est évidemment de savoir que les personnes, les différentes parties prenantes, chacun à leur échelle, se mobilisent. Merci Stéphie. Nous allons maintenant, monsieur Frédéric Lemos, vous entendre, parce que Patricia, lorsque Patricia m'a parlé de vous, elle m'a dit que vous étiez un papa qui remuait ciel et terre. Ciel et terre pour votre petit Noé de 9 ans, qui est atteint donc d'un cancer compliqué, difficile, et elle m'a décrit un papa qui cherche partout, ici et ailleurs. Je crois que vous allez suivre un traitement expérimental hors de France. Donc vous êtes vraiment à la pointe pour votre garçon. Et donc du coup, ce serait intéressant que vous nous fassiez part de votre expérience en la matière, à la fois qu'est-ce qui se fait, où ça se fait, les obstacles, et là où vous avez le sentiment qu'il est possible, de percer, de faire reculer les murs. Merci de votre présence. Merci. Alors, je ne suis pas un papa, nous sommes des parents, puisque ma femme est totalement associée à ce combat et assure avec moi tant la recherche qu'ensuite les aspects logistiques qui découlent de ce que nous pouvons trouver. Alors, rapidement, je m'appelle Frédéric Lemos, je suis yvelinois également. Mes 3 enfants aussi, nés à Saint-Germain-en-Laye. J'ai 40 ans et donc je suis marié et nous avons 3 garçons de 12, 9 et 5 ans. Alors malheureusement, ça n'est effectivement pas moi qui suis malade, mais mon fils Noé de 9 ans qui est atteint d'un gliome infiltrant du tronc cérébral. Alors si vous le voulez bien, je vais vous donner les statistiques de cette maladie qui en anglais se dit DIPG et je vais vous lire ces statistiques en anglais parce que souvent c'est justement la langue des publications et en plus ça nous permettra d'éviter la compréhension d'éventuelles jeunes oreilles qui seraient amenées à nous entendre. Alors DIPG has a 0% survival rate. The median overall survival of children diagnosed with DIPG is approximately 9 months.
These statistics make it one of the most devastating pediatric malignancies. Alors c'est relativement clair, hein, 9 mois, 0% pour ceux qui ne parleraient pas bien anglais. Dans les 6 mois qui ont suivi le diagnostic de notre enfant, nous sommes allés rencontrer un petit peu plus de 35 équipes médicales dans 11 pays différents. Et je pourrais vous réciter par cœur un florilège de tirades à laisser sans voix les adeptes de dialogue à la Audiard. Globalement, c'était on ne peut rien pour vous. Et en plus, vous êtes avec le docteur Grill à l'IGR, donc on ne fera de toute façon pas mieux. Alors ça cachait un compliment, c'était bien, mais la conclusion n'était pas très agréable à entendre. Alors ce que nous retiendrons, c'est qu'un petit nombre de médecins, probablement moins résignés que les autres ou plus à la pointe des essais qui ont lieu actuellement dans le monde, ont accepté de s'investir et de donner du sens à ce qui est devenu ma devise depuis 2 ans. Ça n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons décidé que nous ne savions pas que c'était impossible. Et au travers de ces voyages, ces entrevues, la lecture des publications, nous avons cherché l'introuvable. Arnoët a très vite commencé un parcours incroyable dans lequel il a fait preuve d'un courage et d'un talent ahurissant, puisqu'en 2 ans et 3 mois, un petit peu plus de 3 mois aujourd'hui, vous le verrez, donc il donne peu de sens pour l'instant aux statistiques qui entourent cette maladie. Il a subi 2 biopsies cérébrales, 2 programmes de radiothérapie, 3 protocoles d'immunothérapie et 5 protocoles de chimiothérapie, dont 3 associant de façon novatrice 2 médicaments. Alors, exprimé ainsi, vous pouvez très facilement vous dire que par acharnement thérapeutique, nous avons juste transformé la vie de notre bambin en un double cauchemar, celui de la maladie et celui des traitements. Et pourtant, je crois pouvoir dire que ça n'est pas le cas. De tous ces traitements, il n'a souffert d'aucun effet secondaire majeur. Alors, quelques irritations dermatologiques, des diarrhées passagères, excusez-moi pour les détails, et bien naturellement la perte de ses cheveux, mais ça, c'est quand même globalement le lot de tous. Il s'est relevé de 2 rechutes, puisque de façon méthodique, anticipée et concertée avec les parents, les médecins avaient toujours le traitement suivant en attente, c'est-à-dire si le traitement que nous essayons aujourd'hui nous lâche, qu'est-ce qu'on a derrière pour reprendre la suite et tenter autre chose. Le fait est qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, il contrarie les statistiques et il serait aberrant d'imaginer que ça n'est pas en lien d'une part avec l'attention des équipes médicales, la multiplicité et l'alternance des traitements, et peut-être un tout petit peu la persistance et la présence continue et l'aimable pression de ses parents. Ce qui est surprenant, c'est que notre fils soit un cas assez isolé, voire même un cas qui ne serait pas à suivre selon certains médecins. Puisqu'évidemment, on a rencontré tout type de médecins qui avaient des avis bien différents, à la fois sur la maladie et sur ce que nous en faisions. Parce qu'en essayant des traitements qui ne sont pas validés par des essais en bonne et due forme, nous risquerions de dégrader sa qualité de vie. Parce que les essais, ou tout simplement des tentatives raisonnées avec de nouveaux médicaments, donc de traitements, bien qu'étant souvent déjà testés in vitro, tout ça fait peur. J'ai un médecin français qui représente un institut connu de tous, qui m'a dit que d'essayer des médicaments non protocolisés lui faisait penser aux essais que faisaient les nazis pendant la guerre. C'est vous dire. Si l'on schématise, l'enfant tombe malade, on lui donne en général de la radiothérapie. Là se déclenche ce qu'on appelle, alors je suis désolé, un lendemain de Saint-Valentin, c'est pas très beau de vous dire ça, mais la lune de miel, c'est-à-dire les quelques mois pendant lesquels tout va bien. Et ensuite, on ne touche plus à rien de peur de faire du mal. C'est quand même assez bizarre. Et croyez pourtant que sans sarcasme ni critique envers les uns et les autres, ça se passe comme ça, puisque les médecins, les laboratoires et les parents, certains de ce qui va leur arriver,
pensent finalement bien souvent que c'est la meilleure solution et le meilleur comportement à adopter. Alors là, je vais vous demander de faire preuve d'un petit peu d'imagination et de vous dire que vous êtes en haute mer et que votre bateau prend l'eau. Là, c'est la famille et l'enfant. Et que soudainement, contre toute attente, vous voyez arriver un beau gros remorqueur non loin de votre bateau. Et pourtant, l'équipage du remorqueur, après s'être concerté pendant quelques instants et de façon très savante, décide de vous balancer par-dessus bord une caisse de vivres et de ne pas vous venir en aide, de ne pas remorquer votre bateau, puisqu'ils auraient peur d'abîmer la coque de votre bateau en s'approchant avec le leur. Eh bien ça, c'est l'hérésie que l'on vit dans cette maladie, qui n'est d'ailleurs, je pense pouvoir dire qu'on ne pratique pas tout à fait comme ça pour les adultes, mais en tout cas pour les enfants, c'est ça. On a peur de faire du mal, donc globalement, on ne fait rien, ou du moins rien dont on ne sait que ça ne fonctionne malheureusement pas. Il faut oser pratiquer des essais chez les enfants en gérant raisonnablement les responsabilités des médecins de manière à ce qu'il n'ait pas à culpabiliser de déclencher une poussée de bouton chez un enfant, et aussi celle des laboratoires, afin qu'un échec d'un essai ne soit pas nécessairement synonyme de perte d'image et de conséquences financières lourdes. Ça aussi, je l'ai entendu lorsque j'en suis arrivé à demander à des laboratoires de me vendre leurs médicaments. On vous répond, mais monsieur, c'est des dizaines de millions d'euros de développement. Si ça foire chez votre bambin, c'est toute la recherche sur le médicament qui part avec. Et pourtant, il faut que nous y arrivions, nous concerter durablement pour eux, pour ceux qui sont malades aujourd'hui, mais ne l'oublions pas, puisque ça peut toucher beaucoup d'entre nous, et on en a fait l'expérience. Il y en a 2500 par an, comme vous le disiez tout à l'heure, qui continuent d'être diagnostiqués, et 500 qui décèdent. Guillaume Poitrinal vient de se faire confier par le chef de l'État le choc de simplification. Alors le choc de simplification, puisqu'il dénonçait dans son livre les lenteurs administratives de la France, c'est de ne plus avoir à subir 21 mois d'instruction dans une commune des Yvelines parce qu'on veut faire une véranda devant sa maison, ou tout un tas de choses désagréables qui peuvent nous arriver au quotidien sur les aspects administratifs. Mais là, on ne parle pas d'administratif. Là, lorsqu'on parle de la vie des enfants et lorsqu'on parle d'une maladie qui vous balaye un gamin en 9 mois dans les bons cas, les conséquences sont désastreuses. Et toutes les démarches qui n'aboutissent pas pendant cette durée courte sont des démarches qui n'ont servi à rien. Les ATU, les démarches auprès de la NSM, ainsi de suite, sont des démarches globalement nominatives. Donc il faut aller vite, simplifier les démarches, donner des délais courts aux comités d'éthique et autres organes de contrôle dont on ne conteste absolument pas, d'ailleurs, du moins pour moi, l'intérêt, et profiter de ce mouvement pour aller de l'avant, puisque si en allant vite, quelques erreurs sont commises, on ne sera pas plus coupable qu'en laissant le champ libre à la maladie, comme c'est quelquefois le cas aujourd'hui. Et pour ça, il y a donc des gens chez nous comme le professeur Vassal, le docteur Grill, le professeur Valto, le professeur Zidvogel et j'en passe, qui sont des gens connus dans le monde. J'ai eu l'occasion de l'apprécier en voyant mes interlocuteurs blêmir lorsque je leur disais qu'on était à l'IGR et qu'ils me renvoyaient chez moi en me disant ben, c'est très bien, restez-y à l'IGR, on ne fera pas mieux, je le répète, puisque c'est une réalité. Et il faut les aider. En d'autres termes, il faut s'assurer de l'égalité des chances entre les adultes et les enfants à une époque où on se préoccupe beaucoup de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Merci Frédéric. J'entends qu'il y a... On va passer la parole au professeur Gilles, justement, Vassal, mais j'entends quand même qu'il y a une spécificité sur la question du cancer de l'enfant quant aux recherches, au traitement. C'est l'idée qu'étant plus vulnérable, il y aurait du coup un différentiel, une sorte éventuellement de retenue
d'où l'importance effectivement, mais je vais laisser la parole à l'expert. Donc Gilles Vassal, merci de votre présence. Vous accompagnez Imagine for Margot et Imagine for Margot vous accompagne. Donc on s'est parlé au téléphone pour que vous m'affranchissiez du dossier, de la complexité du dossier. Et donc en un mot, en 2014, quel bilan tirez-vous sur la situation en France et en Europe de la question à la fois du cancer de l'enfant et de la recherche en la matière? Merci. Merci. Et même vous m'entendez. Bonjour à tous. Ce que je vais essayer de faire, c'est juste faire un état des lieux. Et on parlera tout à l'heure de la question majeure qui est le nouveau médicament. Donc vous avez rappelé les chiffres du cancer de l'enfant et de l'adolescent en France. En Europe, ce sont 35 000 nouveaux cas par an. 15 000 chez les enfants de moins de 15 ans et 20 000 chez les adolescents et adultes jeunes. 80% de guérison par des traitements multidisciplinaires, ce sont les progrès qu'ont fait les pédiatres au cours des 50 dernières années en travaillant ensemble. Et dans une Europe qui, à juste titre, se préoccupe du vieillissement de la population et considère que le cancer est avant tout une maladie chronique qui doit devenir chronique chez les adultes, il est important de rappeler tous, chacun, chaque fois que l'on peut, les éléments suivants, la diapositive suivante. 80% de guérison, oui, mais 300 000 à 500 000 citoyens européens sont guéris d'un cancer pédiatrique. 25 000 en France. Mais 20 à 40% d'entre eux ont des séquelles des traitements de leur cancer dans l'enfance. Et chaque année, en Europe, 6 000 jeunes décèdent du cancer, 500 en France. Le cancer, on l'a dit, il faut le dire, est la première cause de décès par maladie chez l'enfant de plus d'1 an. C'est donc toujours un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème résolu, comme certains peuvent le penser, parce qu'il s'intéresse à des pathologies très graves aussi chez l'adulte. La diapositive suivante. Il y a en Europe un programme qui s'appelle Eurocare, qui collige toutes les informations des registres du cancer, ce qui permet réellement d'avoir une vision de où nous en sommes dans la guérison des cancers chez l'adulte et chez l'enfant. C'est un travail qui a été publié en novembre dernier. Eh bien, vous voyez en rouge, c'est bien 80% de guérison des cancers chez l'enfant, mais qu'il y a des variations en Europe de 10 à 20%, ce qui pose une vraie question de l'inégalité d'accès aux soins, au traitement standard, et d'inégalité d'accès à la recherche. La France est sous... Oups, vous allez trop vite. La France est sous la flèche rouge. La diapositive suivante. Ce n'est pas seulement une inégalité d'accès aux soins entre l'Est et l'Ouest. C'est une inégalité d'accès aux soins et à la recherche, par exemple, chez les adolescents et l'adulte jeune, comme le montre cette diapositive, où vous voyez qu'à droite, le pourcentage d'adolescents et d'adultes jeunes qui participent à un essai clinique, qui est intégré aux soins et la meilleure façon de proposer un traitement de qualité à des patients, eh bien, est significativement inférieur à ce qui est pour les plus jeunes. La diapositive suivante montre que dans cet article, il y a plus d'informations. Et c'est la comparaison entre 1999 et 2001, 2002-2004, 2005-2007, bleu, rouge, vert, dans chacune des pathologies. Quand on regarde les pathologies de bon pronostic, c'est-à-dire avec un potentiel de guérison de plus de 80%, eh bien des progrès ont été faits. Vous voyez à droite les leucémies aiguës lymphoblastiques ou les lymphomes non-hodgkiniens qui ont progressé entre 1999 et 2007. Une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'après 2007, il y a eu la crise, il y a la crise, et quel va être l'impact en Europe de cette crise sur l'accès aux soins pour les enfants qui peuvent guérir d'un cancer avec les traitements standards. La diapositive suivante. En revanche, quand on regarde les tumeurs de mauvais pronostic, eh bien, il n'y a pas eu de progrès qui ont été faits depuis 1999. Vous voyez la deuxième, à partir de la gauche, ce sont les neuroblastomes. Le taux de guérison à 5 ans est stable. Au milieu, vous avez ostéosarcome, c'est la troisième avant la droite, et vous voyez qu'il y a même une diminution du pourcentage de guérison à 5 ans des patients. Ce qui pose une vraie question, nous n'avons pas fait de progrès thérapeutique dans les pathologies de plus mauvais pronostic.
Alors en 2007, il y a eu la réglementation européenne, et on va en apprendre plus tout à l'heure, avec un vrai enjeu, une vraie mobilisation que nous voulions vraiment, parce que c'était une façon d'avoir accès plus facilement aux médicaments développés dans les industriels. Et la question est, est-ce que ceci va impacter ou non, pour ces patients, une meilleure guérison? Nous avons des interrogations. Il y a un besoin d'innovation thérapeutique et d'accélérer la recherche et l'innovation pour ces patients. La diapositive suivante. Alors au niveau européen, nous travaillons dans le cadre d'un projet soutenu par la Commission européenne qui s'appelle ENCA, et nous avons défini notre agenda pour les prochaines années, notre roadmap comme on dit en anglais. Il y a deux objectifs qui sont évidents: augmenter le taux de guérison pour les maladies de mauvais pronostic et améliorer la qualité de la guérison. Cet objectif, diapositive suivante, ont été définis, objectifs médicaux et scientifiques. Le premier, c'est introduire des innovations thérapeutiques dans les traitements standards. Le deuxième, c'est guider les traitements par la biologie des tumeurs, parce qu'en comprenant mieux ce qui caractérise la tumeur d'un enfant, on peut guider au mieux le traitement qu'on lui propose. C'est mieux comprendre la biologie des tumeurs, il faut investir dans la recherche fondamentale. C'est en comprenant mieux ces maladies qu'on pourra mieux les traiter. La diapositive suivante. Il faut effacer les inégalités d'accès aux soins et à la recherche, ce que je vous ai montré. Il faut améliorer la prise en charge des adolescents et des adultes jeunes parce que c'est un enjeu maintenant. Et il faut en France, et il y a des initiatives tout à fait importantes, et en Europe, améliorer la prise en charge de ces patients. La diapositive suivante montre le sixième objectif, mettre en œuvre le programme de suivi à long terme, les adultes guéris d'un cancer. Et enfin, il faut élucider plus et mieux les causes du cancer des enfants. Alors comment nous allons faire ça? La diapositive suivante. Eh bien, en Europe, il y a des groupes de pédiatres oncologues avec des radiothérapeutes, des chirurgiens dans chacune des pathologies qui développent une recherche innovante. Et il y a à droite l'Europe et dans chacun des États membres un groupe, une société, comme en France, la Société française contre les leucémies et cancers de l'enfant. C'est ce qu'on appelle les NAFOS, en anglais, National Pediatric Hematology Oncology Society. Oubliez-le. Eh bien, pour structurer cela qui était fragmenté, nous avons au sein de la CIOP Europe créé le European Clinical Research Council parce qu'ensemble, de façon intégrée, en développant des outils communs, on peut réellement être en situation de changer les choses avec ces innovations thérapeutiques. La diapositive suivante. Alors les enjeux, ils sont lesquels? Une recherche encore mieux intégrée et pilotée, c'est ce sur quoi nous travaillons. Une mobilisation des États sur l'accès aux soins, puisque comme vous le savez, la santé c'est une compétence nationale et pas une compétence européenne. Mais il y a un vrai enjeu de mobilisation à ce niveau-là. Un partenariat fort avec les parents, les patients et les adultes guéris du cancer. Une mobilisation de tous les financeurs pour financer non seulement des projets, ce qui est essentiel, mais aussi de la structure. Et c'est ça qui est le plus difficile à obtenir. Parce que les projets, c'est bien, si on n'a pas une structure efficace, on ne peut pas y arriver. Il faut une meilleure collaboration avec l'oncologie adulte. Il faut des partenariats intelligents avec l'industrie. L'industrie découvre la pédiatrie et les cancers pédiatriques, et l'oncologie pédiatrique découvre les industriels. Eh bien, il faut qu'on arrive à faire de façon intelligente des partenariats au bénéfice des patients. Et enfin, il faut des réglementations qui facilitent. Il y a la réglementation nouvelle, attendue sur les essais cliniques. Et M. Juvin a été un acteur important dans cette réglementation qui, logiquement, devrait nous aider à développer la recherche pour les enfants. Il y a une réglementation en cours au niveau européen qui s'appelle Data Protection, qui a pour objectif de protéger chacun d'entre nous contre Google, Facebook, pour protéger notre vie privée, mais qui, lorsqu'elle est appliquée, telle qu'ils veulent le faire à la santé et aux enfants, va complètement impacter négativement ce que nous faisons à l'heure actuelle. Voilà les enjeux qu'on pourra débattre dans la table ronde tout à l'heure. La diapositive suivante. Pour montrer que le partenariat avec les associations est très important pour nous, il y a au niveau international et en Europe une association qui s'appelle ICCPO, International Confederation of Childhood Cancer Parent Organization, l'organisation des parents, qui travaille de plus en plus et avec lesquels nous élaborons un partenariat. Et au niveau européen, il y a une vraie structuration qui est pour les prochaines années une vraie valeur ajoutée pour ce que nous devons faire ensemble. Et ils sont en train de créer un réseau européen des adultes, des associations d'adultes guéris d'un cancer. Et je voulais saluer ici l'association française qui a été créée récemment, qui s'appelle Les Aguerris.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Gilles Vassal. Nous allons vous retrouver évidemment tout à l'heure, à la fois sur les dimensions européennes à la table ronde. Merci beaucoup.